Comment ce morceau de métal corrodé a-t-il pu changer l'histoire d'un continent? Dès qu'il a été identifié, waouh, c'est authentique. Pourquoi n'arrive-t-on pas à traduire cette relique de 3000 ans venue d'une civilisation perdue? Le disque de Phaistos est un immense mystère de l'âge du bronze. Pourquoi le visage de cette défunte est-il le plus embrassé de l'histoire? Elle est devenue ce qu'on appelait une icône. Tous ces objets sont aussi curieux que remarquables. Ils sont cachés dans des musées, des laboratoires ou des réserves. Mais aujourd'hui, de nouvelles techniques permettent de les étudier de manière totalement inédite. Désormais, nous pouvons les reconstruire, les démonter, les examiner et mettre au jour leurs caractéristiques les plus extraordinaires, les plus anciennes et les plus étranges. Dans une vitrine du musée de l'État du Maine à Augusta, se trouve un petit bout de métal qui a permis de réécrire l'histoire. Car il ne ressemble à aucun autre objet découvert aux États-Unis. Aujourd'hui, les nouvelles techniques d'imagerie révèlent les plus infimes détails du penny du Maine. Bien qu'il mesure moins de 2 cm, qu'il soit ébréché et corrodé, le penny du Maine est une des pièces de monnaie les plus célèbres. Parce que ce n'est pas un penny et qu'elle ne vient pas du Maine. Étrangement, les symboles qui figurent dessus évoquent une chose incroyable. Les Vikings. Soudain, on fait de l'archéologie viking en Amérique du Nord. Comment est-il arrivé là et que signifiait-il? À cette époque, cette découverte remet en cause l'histoire officielle. On apprenait aux écoliers américains que c'est Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Comment une pièce viking a-t-elle fini dans le Maine? Est-elle authentique? Ou est-ce un canular? De nouvelles recherches ont permis de répondre à ces questions pour de bon. Cette histoire curieuse commence à Nasket Point, un lieu isolé sur les côtes du Maine. Durant l'été 1957, un archéologue amateur, Guy Melgren, et un ami à lui partent fouiller un ancien tas de déchets amérindiens. Ils déterrent des milliers d'objets abandonnés par les indigènes 1000 ans auparavant. Et parmi les outils et les os laissés par les Amérindiens, se trouvait une pièce de monnaie rongée en argent. Mais aucune pièce n'aurait dû se trouver à cet endroit. Il y a 1000 ans, les groupes indigènes américains n'utilisaient pas la monnaie. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Melgren la montre à un ami qui pense qu'il s'agit d'une pièce anglaise du Moyen-Âge. Elle serait arrivée avec les premiers colons venus en Nouvelle-Angleterre. Melgren range la pièce sur une étagère et n'y pense plus pendant près de 20 ans. Elle reste chez lui jusqu'en 1974 avant de se retrouver dans un musée. Un journal local publie un court article à son sujet. C'est alors que cet objet devient un des plus étranges de l'histoire. Un numismate anglais, Peter Seabee, tombe sur l'article, voit la pièce et s'aperçoit qu'il s'agit d'une pièce viking très rare d'Olaf le Tranquille. Voici une pièce d'Olaf le Tranquille. Les similitudes sont indéniables. Pour les experts, elle date de 1067. Et cela change tout. Quand on pensait que c'était une pièce anglaise, ça n'avait rien de mystérieux qu'on l'ait trouvée sur un site archéologique. Mais dès qu'on l'a identifiée comme une pièce d'Olaf le Tranquille, on s'est retrouvé à faire de l'archéologie viking en Amérique du Nord. Un minuscule morceau de l'histoire viking a donc traversé l'océan Atlantique jusqu'en Amérique et s'est retrouvé dans un tas de déchets vieux de 1000 ans, situés sur les côtes du Maine. C'est absolument énorme.
On apprenait aux écoliers américains que c'est Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. L'idée que des Vikings aient pu être en contact avec des Amérindiens 500 ans avant Christophe Colomb était révolutionnaire. Une découverte extraordinaire exige une preuve à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui permet de la valider? L'idée que des Vikings aient pu se rendre les premiers en Amérique du Nord n'est pas nouvelle pour les Scandinaves. Ils connaissent les récits vikings racontés dans les sagas des Islandais. En particulier l'histoire du légendaire explorateur Leif Erikson. Leif Erikson avait entendu le récit d'un marin rescapé d'un naufrage qui avait été porté par les courants vers une terre à l'ouest du Groenland, laquelle était couverte d'arbres. Cela intrigua Erikson, qui prit la mer avec un bateau bien chargé et bien équipé. Selon les sagas, Erikson a atteint une nouvelle terre, qu'il a appelée le Vinland. Quand les historiens ont lu ces descriptions de ce pays et de ses habitants, selon eux, il ne pouvait s'agir que d'un seul endroit. C'était forcément l'Amérique du Nord, et sans doute Terre-Neuve. S'il y a du vrai dans ces histoires et ces sagas, ça signifie que les Vikings ont débarqué sur le continent nord-américain bien avant les Européens. Cet objet incroyable pourrait-il en être la preuve? Ça n'est pas le premier artefact viking retrouvé aux États-Unis. En 1898, il y a eu la pierre runique de Kensington, dans le Minnesota. D'après la traduction, les runes évoquent le voyage de Wigot et 22 Norvégiens au Vinland en 1362, qui auraient rencontré des habitants hostiles. Ceci s'accorde plus ou moins avec les sagas islandaises. Et il y a eu d'autres découvertes. Dans l'Ontario, on a trouvé une épée, une hache et un bouclier viking, ainsi que diverses inscriptions sur des pierres qu'on a associées aux runes vikings. L'Amérique du Nord semble regorger de preuves que les Vikings sont arrivés avant Colomb. Le problème, c'est qu'aucune d'elles n'était authentique. On sait aujourd'hui que la pierre de Kensington était un faux. Les haches et les boucliers également. Alors, pourquoi tous ces faux? La pierre runique de Kensington peut peut-être l'expliquer. Si on s'intéresse au nom de son découvreur, Olof Oman, on a un indice. Ces objets avaient été trouvés par des personnes d'origine scandinave qui tentaient d'améliorer leur image alors négative. Aux États-Unis, les immigrants scandinaves avaient souvent été raillés et rabaissés. Donc, si ces immigrants arrivaient à prouver que ce n'était pas un Italien, Colomb, qui avait découvert le Nouveau Monde, mais en fait, un Scandinave, Leif Erikson, cela jouerait en leur faveur. Cela rend la découverte du penny du Maine particulièrement douteuse. Car Mellgren, qui l'a découverte, est lui-même d'origine suédoise. Cet étrange artefact est-il un nouveau canular? Une chose est certaine. La pièce vient bien de la Norvège du XIe siècle. La pièce est authentique. C'est bien une pièce du roi Olaf le Tranquille, mais reste à savoir si elle est réellement issue d'un contexte archéologique. Autrement dit, a-t-elle été placée là par Mellgren? Mellgren, lui-même d'origine suédoise, avait à la fois une raison et l'opportunité de simuler sa découverte. Pour monter un canular, Mellgren avait besoin de la bonne pièce. Mais à la fin des années 50, se la procurer était facile. En 1879, un trésor comportant plus de 2000 de ces pièces avait été découvert. Donc, c'était facile d'en trouver. Mellgren a-t-il pu s'en procurer une?
De récentes recherches permettent aujourd'hui de répondre à cette question. Le numismate suédois Svein Gullbeck a décidé de remonter la piste de toutes les pièces connues d'Olaf le Tranquille. Gullbeck suit la piste de plus de 2300 pièces pour déterminer si l'une d'elles a pu se retrouver en possession de Mellgren. Ces recherches fastidieuses lui prennent plus de 10 ans. Le résultat, après une étude approfondie, est qu'aucune des pièces d'Olaf le Tranquille ne manquait. De plus, contrairement au penny du Maine, toutes les autres pièces d'Olaf le Tranquille sont en très bon état. Le penny du Maine est très corrodé et c'est difficile à simuler. C'est un processus qui prend des siècles. Le musée de l'État du Maine analyse la composition chimique des couches de corrosion. Les résultats confirment l'authenticité de la pièce. Les analyses montrent qu'il y a eu de l'eau autour de la pièce. Elle a reposé très longtemps dans de l'eau qui s'écoulait lentement, ce qui confirmerait qu'elle a été enterrée durant une longue période. Ça ne fait aucun doute. Le penny du Maine est authentique. Le penny du Maine n'était donc pas un canular de Mellgren. Dans ce cas, comment s'est-il retrouvé dans un camp d'Amérindiens il y a 1 millier d'années? En 1960, 3 ans après la découverte du penny du Maine, l'archéologue norvégienne Anne Steen Ingstad et son époux Helge fouillent un site de Lance aux Meadows, à Terre-Neuve. Pour les locaux, c'est un ancien camp indien. Mais il y a quelque chose de très étrange. Ils trouvent les bases de structures en terre, un grand trou et même un atelier de forgeron. Ils découvrent les restes d'abris de navires vikings. Ceci prouve avec certitude que les Vikings furent les premiers Européens à venir en Amérique. Les sagas islandaises disent vrai. Les Vikings ont vraiment atteint l'Amérique du Nord 500 ans avant Colomb. C'est une révélation. Mais cela n'explique pas pourquoi on a découvert la pièce 1200 km plus au sud. Car il n'existe pas la moindre preuve que les Vikings soient descendus aussi bas. Alors, comment une pièce viking a-t-elle pu se retrouver dans le Maine? De nouvelles fouilles menées à Naskik Point n'ont pas permis de trouver d'autres artefacts scandinaves. Mais elles ont mis au jour des outils et d'autres objets en pierre qui provenaient du Labrador, à plusieurs centaines de kilomètres au nord. Ça prouve qu'il y a eu du commerce, des déplacements de biens, mais aussi de personnes sur de très longues distances. Le penny a pu arriver progressivement, avec d'autres articles de commerce, en passant de main en main, peut-être sur plusieurs siècles, depuis son lieu d'origine, qui se trouvait peut-être au Labrador, ou même à Terre-Neuve. Bien qu'il n'avait aucune valeur en tant que monnaie pour les peuples indigènes, une caractéristique pourrait expliquer pourquoi et comment il s'est retrouvé plus au sud. Elle s'est depuis désagrégée, mais quand Mellgren a trouvé la pièce, elle était percée d'un trou. Elle a été percée, ce qui indique qu'elle a pu servir de décoration. Peut-être en étant portée autour du cou, au poignet, ou bien fixée sur un objet. On ne sait pas. Cela dit, l'important, c'est qu'elle ne servait pas de monnaie, mais de bien de prestige. Ça explique pourquoi ce penny a été conservé. Ce sont vraisemblablement des peuples locaux qui ont transporté la pièce depuis Terre-Neuve jusque dans le Maine. Cet objet remarquable a été fabriqué il y a 1000 ans, de l'autre côté d'un océan tempétueux. Comme les découvertes de Lance aux Meadows, cela prouve que Christophe Colomb ne fut pas le premier Européen en Amérique du Nord. Les Vikings l'avaient devancé de 500 ans. Dans un musée crétois se trouve un disque d'argile aux étranges inscriptions,
qui a alimenté une controverse de plus d'1 siècle. Selon certains, c'est un des textes les plus étonnants jamais découverts. Un message obscur vieux de 3000 ans, provenant d'une civilisation antique. Pour d'autres, c'est trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, à l'aide des dernières techniques d'imagerie, nous faisons toute la lumière. Voici le disque de Phaistos. D'une épaisseur d'environ 2 cm et d'un diamètre d'environ 16 cm, il est en argile cuite. Ses 2 faces étant couvertes d'inscriptions faites à l'aide d'une technique qui avait des milliers d'années d'avance, ce disque est unique. C'est le seul objet qu'on connaisse qui ressemble à ça. Y figurent 242 symboles étranges, comme des hommes coiffés à l'iroquoise, des silhouettes tordues, des oiseaux, des poissons et d'autres formes mystérieuses. Le disque de Phaistos est un des plus grands mystères de l'âge du bronze, et on n'a pas encore été capable de le décoder. Mais aujourd'hui, après plus d'1 siècle de débats, de nouvelles recherches commencent à révéler quelques secrets. Que signifient ces étranges symboles? À quoi servait ce disque? Est-il authentique? Le mystère du disque de Phaistos commence sur l'île de la Crète, en Grèce. Un lieu imprégné de récits mythologiques de la civilisation disparue des Minoens. Les légendes racontent l'histoire de leur chef, le roi Minos. Sous son palais, celui-ci avait bâti un vaste labyrinthe pour y emprisonner un monstre redoutable, le Minotaure. Le Minotaure était une créature terrifiante, mi-homme, mi-taureau, et c'était un fléau pour les visiteurs se rendant à Minos, car il les dévorait. Cette créature et la civilisation à laquelle il appartient étaient considérées comme des légendes grecques. Beaucoup pensaient que c'était un mythe, que ce peuple était purement mythologique. Mais en 1900, sur la côte nord de l'île, l'archéologue britannique Arthur Evans découvre quelque chose qui va tout bouleverser. Les ruines d'un vaste palais minoen vieux de 4000 ans. Ça a été une révolution pour les archéologues. C'est la première fois qu'on découvrait que cette civilisation avait bel et bien existé, que ce n'était pas un mythe. Cela a bouleversé notre compréhension de ce dont les civilisations méditerranéennes étaient capables à l'époque. Ce site s'appelle Knossos et présente des liens fascinants avec les mythes antiques. Quand Arthur Evans a commencé les fouilles à Knossos, il a remarqué de nombreuses images de taureaux. Il a compris que cet endroit était sans doute lié au mythe du Minotaure. Cette civilisation, inconnue jusqu'alors, était extraordinairement sophistiquée. Elle a existé à une période où les grandes réalisations des sociétés européennes consistaient à bâtir des huttes en bois et des cercles en pierre. On voit souvent les Grecs comme le fondement de la civilisation européenne. Et là, c'est encore plus ancien. C'est aussi la première ville européenne. On sait donc que l'urbanisme européen est né à Knossos. On y a aussi découvert beaucoup de choses faites pour la première fois. Mais ce n'est pas tout. En 1908, l'archéologue italien Luigi Pernier fouille un second palais minoen, dans le sud de l'île. L'endroit s'appelle Phaistos. Un soir, son chef d'équipe tombe sur un petit disque d'argile au milieu des ruines. Les étranges symboles sur sa surface ne ressemblent à rien de ce que Pernier a déjà vu. Mais ce disque est exceptionnel à tous les égards. Normalement, ces tablettes servant à écrire étaient fabriquées avec de l'argile humide, puis renforcées avec du cuir. Puis on écrivait dessus avant de les laisser sécher au soleil. Le disque était très différent. Tout d'abord, il avait été cuit plutôt que séché au soleil. C'est la seule tablette d'argile minoenne à avoir été cuite dans un four. Et ce n'est pas tout. Les inscriptions qui y figurent ont quelque chose de remarquable. La plupart des inscriptions de l'époque étaient gravées dans l'argile, mais les symboles du disque de Phaistos ont été tamponnés. Le fait que ça ait été fait avec un tampon est également considéré comme unique.
Certains archéologues ont qualifié ceci de première trace d'une sorte de presse d'imprimerie. Il n'existe rien de tel dans le monde antique. Vu le soin qui a été apporté, le degré d'élaboration, la cuisson au four, on peut penser que c'était un objet vraiment spécial, qui était considéré comme digne de recevoir un soin particulier et d'être préservé. Qu'est-ce qui aurait pu être digne de tels efforts? La réponse se trouve-t-elle dans le décryptage de ces mystérieux symboles? Pendant plus d'un siècle, on a essayé de déchiffrer ce qui se trouvait sur ce disque. Est-ce une langue ou est-ce purement symbolique? Est-ce autre chose? Des chercheurs de toutes les disciplines se sont penchés dessus. Cryptographes, linguistes, spécialistes des lettres classiques, archéologues, historiens. Tous ceux qui avaient une expertise du monde antique, ou des codes en général, ont essayé de déterminer ce qui figurait sur ce disque. Il y a eu plusieurs interprétations. C'était peut-être un jeu ancien, une sorte de backgammon. Selon une autre interprétation, il était peut-être utilisé dans un cadre astronomique ou astrologique. Mais une théorie évidente a eu plus de succès que les autres parmi les experts. C'est probablement une sorte de langue. On peut se demander si elle était locale ou plutôt répandue, mais cela semble être quelque chose qui était censé être lu, voire annoncé à un public. Mais les experts étaient incapables de s'entendre sur le sens dans lequel il fallait lire ce texte. Les archéologues ont d'abord pensé qu'il fallait lire depuis l'intérieur du disque vers l'extérieur, en suivant une spirale. Mais en examinant de plus près les symboles, on constate qu'ils deviennent plus nombreux et compliqués quand on va de l'extérieur vers le centre. Les spécialistes pensent donc maintenant qu'il se lisait plus probablement de l'extérieur vers le centre. Mais que dit ce texte? 242 inscriptions figurent sur le disque et comportent 45 symboles différents. La plupart des alphabets ont beaucoup moins de caractères que le disque de Phaistos. Donc, les experts pensent qu'ils n'utilisent pas un alphabet. Mais il y a trop peu de symboles et trop de répétitions pour qu'il s'agisse d'un texte pictographique, dans lequel un symbole peut représenter un mot entier, comme avec les hiéroglyphes égyptiens ou l'écriture cunéiforme babylonienne. Les experts pensent plutôt que le texte de Phaistos est ce qu'on appelle un syllabaire, où les symboles représentent des syllabes, comme Do, Ré, Mi. Le syllabaire correspond bien au nombre de symboles figurant sur le disque. Et on sait déjà qu'un autre texte minoen emploie ce système. Mais même si les chercheurs parviennent à déterminer de quel type d'écriture il s'agit, comprendre le texte est un tout autre problème. Pour pouvoir traduire, il faut disposer d'une pierre de Rosette. La pierre de Rosette est un texte ancien découvert en Égypte en 1799 par les soldats de Napoléon. La pierre de Rosette a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Elle comportait 3 textes parallèles, l'un en hiéroglyphes, l'autre en démotique et le troisième en grec ancien. On a donc pu s'en servir comme d'une clé pour traduire. Aucun équivalent de la pierre de Rosette n'a été découvert pour le disque de Phaistos. Et au bout d'un siècle, les experts sont toujours incapables de le traduire. Mais aujourd'hui, après des années d'analyse, le linguiste britannique Gareth Owens affirme avoir résolu une partie de l'énigme. Owens a tenté de trouver un texte parallèle, quelque chose qui avait une fonction similaire, ou qui présentait un texte semblable. Chercher d'autres exemples dans d'autres langues semble naturel. Owens a fait correspondre une série de symboles du disque à une suite de symboles figurant sur des objets religieux minoens qu'on a assimilés à une prière. Il a aussi identifié une autre suite de symboles du disque répétée 3 fois, comme un chant religieux, qui est semblable à une suite de symboles crétois plus anciens, signifiant déesse mère. Selon lui, le disque est une prière à la déesse mère. Ce serait assez cohérent avec ce qu'on sait. La déesse mère était très importante dans la société minoenne, donc qu'une prière lui soit dédiée semble logique.
On observe une sorte de répétition sur le disque, comme on en trouve dans les prières. Et le fait que ce soit de l'argile cuite indique qu'il avait une grande valeur. Donc l'idée que ce disque ait été fabriqué pour des raisons religieuses semble correcte. Mais le problème avec les théories sur ce disque, c'est qu'aucun objet similaire n'a jamais été trouvé. Les symboles étranges, l'utilisation de tampons des milliers d'années avant quiconque, le fait que ce soit la seule tablette cuite au four que les Minoens aient fabriquée. Cet objet semble incongru et anachronique. Tout ceci a alimenté la controverse sur cette relique. Le caractère unique de cet objet, comme c'est souvent le cas avec les exceptions, suscite de nombreuses interrogations. On s'attendrait à trouver d'autres objets semblables. Parce que si quelqu'un disposait des tampons, étant donné que l'argile est un matériau plutôt résistant dans le temps, il aurait dû en subsister d'autres. Parvenir à le dater est également délicat. Le disque lui-même n'a pas été daté. Mais comme il a été trouvé à proximité d'une tablette fabriquée entre moins 1700 et moins 1600, les archéologues ont supposé qu'il en était contemporain. Mais ce point est obscurci à cause des circonstances de sa découverte. Il n'a pas été découvert par un archéologue professionnel. Il se trouvait dans une zone qui avait déjà été fouillée et a été remarqué par un chef d'équipe qui faisait sa ronde. Donc, est-il authentique ou l'a-t-on disposé là? On a soupçonné une personne en particulier à Phaistos. Le responsable du site, Luigi Pernier, avait une bonne raison de monter un canular. La découverte faite au nord, à Knossos, par Arthur Evans, était sensationnelle. C'était le trône supposé du roi Minos. Phaistos, en comparaison, est un palais relativement modeste, qui, jusqu'à la découverte du disque, n'avait rien apporté d'extraordinaire pour les journaux de l'époque, ni pour l'image de Luigi Pernier. Le disque rend célèbre le site de Phaistos, géré par Pernier. En tant qu'archéologue, il gagne en prestige. Et ce n'est pas le seul élément qui rend Pernier suspect. Le plus préoccupant, c'est que Pernier était également en charge des antiquités du musée de Florence, en Italie. Et dans les collections se trouvait un disque étrusque appelé le disque de Magliano. Ce disque est circulaire et comporte une série de symboles gravés en spirale, ce qui le rend étrangement semblable au disque de Phaistos. Pernier a donc les moyens, un mobile, l'opportunité et même un modèle. Affaire classée? Avec cet objet unique, rien n'est aussi simple. Des décennies après la découverte du disque, une autre relique fait surface. En 1934, on a découvert une hache. Cette hache en bronze présentait des symboles très similaires à ce qui figurait sur le disque. Il s'agit de la hache d'Arcalochori. Le long du centre de la hache apparaît une série de symboles peu courants. Certains sont étrangement similaires aux symboles du disque de Phaistos. Un végétal, une forme en T, une forme en Y qui évoque un bâton. Et le plus frappant, un homme avec les cheveux en l'air. Ceci conforte la théorie disant que le disque est authentique. Et l'idée que ce type de symbole était connu au moins d'une personne dans cette zone. La question est, comment Pernier aurait pu savoir, s'il avait fabriqué le disque, quel symbole graver, alors qu'il n'avait pas encore été découvert? Ça joue en faveur de l'authenticité du disque. Mais Pernier étant alors en charge de fouilles en Crète, il a pu tomber sur des objets qui n'ont jamais été répertoriés. Les deux arguments se tiennent. Alors, canular ou pas? Pour moi, c'est authentique. Les symboles découverts plus tard, le fait qu'ils soient très similaires à ceux du disque, et qu'à l'époque, ces symboles n'étaient pas connus, prouvent que le disque est authentique. D'autres sont moins affirmatifs.
Le disque de Phaistos fait partie de ces rares objets énigmatiques dont il est très difficile de se faire une idée arrêtée. J'ai remarqué que souvent, quand on parle de faux, c'est surtout parce qu'on ne comprend pas l'usage de l'objet. Rien n'indique clairement que c'est un canular. Et j'aimerais vraiment que le disque soit authentique. La controverse sur l'authenticité du disque fait rage depuis un siècle. Et rien n'indique qu'elle sera réglée prochainement. Dans la vitrine d'un vieil atelier parisien est exposé le masque mortuaire d'une noyée. Selon certains, c'est le visage le plus embrassé de l'histoire. Elle a inspiré des gens, des poètes, des musiques et des danses. Elle était vraiment célèbre. Et elle aurait sauvé plus de 2 millions de vies. Aujourd'hui, à l'aide des dernières techniques d'imagerie, nous faisons toute la lumière sur ce masque mystérieux. Chaque trait a été immortalisé dans le plâtre, avec des détails exceptionnels. L'expression sereine, les paupières closes avec légèreté, et ce sourire énigmatique. Ce masque se retrouve partout, dans des musées et des collections privées du monde entier. Mais celle qui a servi de modèle est nimbée de mystère. Qui est-ce? Comment est-elle morte? Pourquoi est-elle si célèbre? Son histoire macabre commence à Paris, au milieu du 19e siècle. La ville est un paradis pour les touristes. On peut gravir les 422 marches des tours de Notre-Dame, déambuler dans les galeries du Louvre, ou s'émerveiller devant le tout récent Arc de Triomphe. Mais un des lieux les plus attractifs de Paris est la morgue. Les gens faisaient la queue pour voir les défunts qui y étaient exposés. Il y avait des vendeurs de rue, comme il y en a aujourd'hui dans tout lieu animé. C'était très à la mode et tout à fait normal d'aller voir des cadavres. En théorie, le but était d'aider à identifier les défunts. Mais c'est rapidement devenu une sorte de divertissement macabre. Voici une exposition en plein Paris, où l'on peut entrer librement afin qu'un maximum de gens viennent pour permettre d'identifier les corps, et dans laquelle des cadavres dénudés sont disposés devant le public. Il faut imaginer le phénomène social qui se produit là. C'est un mélange d'excitation et de frissons. Dans cet univers macabre, ce visage mystérieux se distingue. On raconte qu'une femme avait été retrouvée noyée dans la Seine. Personne n'ayant réclamé le corps, il fut apporté à la morgue. En l'absence de traces de violence sur celui-ci, on a pensé qu'elle s'était suicidée en se jetant à l'eau. Son aspect immaculé suggère qu'elle avait 16 ans. Sa coiffure évoque celle d'une paysanne. Bien qu'elle ait été exposée au public, personne ne semble pouvoir identifier la jeune fille. Mais elle attire l'attention de quelqu'un. Un employé de la morgue a trouvé ce visage calme et intéressant. Il a été captivé au point de décider d'en faire un moulage en plâtre. Ainsi, tous ceux qui venaient pouvaient aussi voir le masque. La photographie n'existant pas encore, il n'était pas rare que le personnel de la morgue réalise des moulages avant que les visages soient trop détériorés. Mais comment celui-ci est-il devenu un des plus célèbres masques mortuaires de tous les temps? Réaliser le moulage d'un mort peut sembler macabre aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 2000 ans, à Rome, c'était une affaire de famille. L'historien grec Polybe, au IIe siècle avant notre ère, a écrit sur ce que l'on appelle les imagines maiorum. C'étaient des masques de cire que les Romains fabriquaient après la mort de quelqu'un.
Ainsi, quand des funérailles avaient lieu, on ressortait ces masques et on les portait durant la procession, afin d'évoquer, d'une part, la mémoire du défunt, mais aussi de faire en sorte que toute la famille soit présente. C'est assez fascinant, mais ça fait aussi un peu peur. Mais personne n'a identifié la jeune fille et n'a donc réclamé ce masque. Pourtant, elle a accédé à l'immortalité. Ce n'est pas le premier masque mortuaire devenu célèbre. Même si certains étaient plus connus de leur vivant. Oliver Cromwell, le général du XVIIe siècle qui renversa la monarchie anglaise. Ludwig van Beethoven, un des compositeurs les plus admirés du monde occidental. Et le mathématicien Isaac Newton, qui a découvert la gravité. Tous sont des figures historiques. Quant au plus célèbre des masques mortuaires, il vient d'Égypte et date de presque 3500 ans. C'est celui d'un roi, Toutankhamon. Les Égyptiens pensaient que le bas, l'âme, partait pour l'au-delà, et que pour identifier son corps, afin que corps et âme soient réunis, il fallait que quelque chose de visuellement fort soit associé au corps. Le célèbre masque mortuaire de Toutankhamon en est un très bon exemple. Mais cette jeune fille n'a rien de royal. Elle n'a pas créé de chef-d'œuvre, ni fait de découvertes scientifiques révolutionnaires. Bien au contraire, c'est une parfaite inconnue. Alors, pourquoi son masque mortuaire est-il si célèbre? Peut-être était-il simplement au bon endroit au bon moment. En Europe, à l'époque victorienne, les masques sont l'élément essentiel d'une obsession pour la mort. Et ces objets qui nous rappellent notre condition de mortel s'appellent les memento mori. Les masques mortuaires étaient un moyen courant d'accepter l'idée de la mort. Les gens en avaient d'eux-mêmes, dans leur maison. Ça leur rappelait la douceur de la vie, comme sa brièveté. Comme on conserve la photo d'un défunt, on conservait le masque mortuaire d'un enfant qu'on avait perdu. Dans ce contexte, le masque en plâtre d'une jeune noyée provenant de la morgue de Paris se trouve naturellement un public. On finit par l'appeler l'inconnu de la Seine. À l'aube du XXe siècle, le masque de l'inconnu de la Seine était répandu. Des milliers de copies du masque sont produites. Ces traits énigmatiques attisent l'imagination d'écrivains et de poètes. Le célèbre philosophe français Albert Camus compare même son sourire à celui de la Joconde. L'inconnu de la Seine est devenue ce qu'on appellerait aujourd'hui une icône. Elle était célèbre, elle a inspiré des gens, des poètes, des musiques et des danses. Mais comment une icône défunte est-elle devenue le visage le plus embrassé au monde? La réponse est liée à la recherche de moyens de sauver des vies. Quand l'inconnu est repêché dans la Seine, la réanimation est une technique débutante et on emploie des méthodes curieuses. On cherche alors différentes façons de stimuler quelqu'un pour le ramener à la vie. L'une consiste à fouetter tout le corps avec des orties, en pensant que ça fera circuler le sang et que ça déclenchera peut-être une réaction. Il tentait de ranimer les gens en les allongeant sur un cheval au trot ou en déposant des cendres brûlantes sur leur peau. Ce qui n'est pas absurde, parce que ça peut vraiment vous réveiller si vous n'êtes pas mort. Une technique en particulier est inattendue. Une méthode qui peut surprendre consistait à souffler des vapeurs de tabac dans l'anus de la personne qu'on voulait ranimer. On préparait un mélange très fort qu'on faisait infuser avec du tabac. Puis, on l'introduisait par l'autre extrémité en espérant que ça stimulerait et réveillerait tout l'organisme au point de le ramener à la vie.
Évidemment, aucune de ces méthodes n'était très efficace. Alors, en quoi ce visage a-t-il aidé à résoudre le problème? Ce n'est qu'au cours des années 50, grâce aux travaux d'un anesthésiste autrichien, que la médecine moderne perfectionne vraiment les méthodes de réanimation. Peter Safar a découvert qu'on pouvait correctement ranimer quelqu'un, par exemple, en plaçant sa tête légèrement en arrière et en lui faisant du bouche à bouche, tout en comprimant sa poitrine pour faire repartir le cœur. Il a inventé la réanimation cardio-pulmonaire. Safar se dit que si tout le monde apprend ces techniques, on sauvera plus de vies. Il a donc besoin d'un mannequin réaliste, permettant aux gens de pratiquer. Mais rien de tel n'existe. Pour le moment. En 1959, le docteur Safar va voir un fabricant de jouets norvégien de sa connaissance, Asmund Lardal. Ce dernier a une bonne expérience de l'utilisation du PVC. C'est un matériau récent, mais qui lui paraît adapté. Ensemble, ils conçoivent un mannequin qui reproduit le fonctionnement de base des poumons. Alors qu'il touche au but et que Lardal a terminé son mannequin, il lui manque encore un visage. Où va-t-il alors pouvoir en trouver un? Lardal cherche un visage calme et apaisant. Par chance, il rend à cette époque visite à sa belle famille. Et voilà que chez eux est accroché au mur l'inconnu de la scène. C'était parfait, absolument parfait. Voilà pourquoi l'inconnu de la scène est le visage des mannequins de réanimation. Et la jeune inconnue a enfin un nom. Ressusci-Anne. On estime qu'elle a été utilisée pour former plus de 500 millions de gens dans le monde. Et a permis de sauver plus de 2,5 millions de vies. Une jeune fille qui s'est noyée dans la Seine il y a plus de 150 ans est devenue le visage le plus embrassé de l'histoire. Mais il reste un dernier rebondissement dans l'histoire de l'inconnu de la Seine. Son visage de noyé est absolument parfait. Et ça pose problème. Quand on meurt noyé, le corps flotte ou reste immergé pendant un certain temps. Puis la peau commence à glisser ou à se marbrer, ce qui signifie qu'il y a des bactéries dans les veines. Et comme on ne voit rien de tel sur son masque mortuaire, certains ont pensé qu'elle n'était peut-être pas morte. Et ce n'est pas la seule chose inexpliquée. Ce qu'on entend souvent, c'est que ces globes oculaires ne sont pas parfaitement ronds. Quand les yeux sont fermés, le cristallin forme une légère bosse sous la paupière. Certains ont fait remarquer que cette bosse n'était pas circulaire sur le visage de l'inconnu. Comme si ses yeux avaient bougé pendant que le plâtre prenait. Alors, s'agit-il bien du visage d'une morte? Ou n'est-ce qu'une invention bâtie autour du modèle d'un artiste? On ne le saura sans doute jamais.